Merci beaucoup. Donc, bonjour, je vais commencer tout de suite. Merci beaucoup Anne-Marie parce que même si tu dis que c'était une contribution très humble, je ne connais aucun texte sur mon travail qui soit meilleur que ce que tu viens de dire. Donc, merci. Donc, je commence par juste un peu de contexte pour vous expliquer pourquoi je suis ici. Donc, en fait, en 2015, il y a un concours a été co-organisé par la STM et Bruxelles Mobilité, qui fait partie du ministère des Transports en Belgique. Et du côté belge, donc le ministère belge finançait une œuvre à Montréal et vice-versa. Donc, du côté belge, c'est moi qui ai évidemment gagné le concours, et du côté de votre côté, c'est Patrick Bernatchez qui va inaugurer son œuvre à la station de métro Trône à Bruxelles au printemps. Donc dans tout concours, il y a plusieurs étapes. Et donc dans ma note d'intention, je proposais déjà de travailler avec du vert et les couleurs de la lumière du soleil. Et j'ai eu en fait un mois pendant lequel j'ai dû passer une semaine ici à Montréal pour construire un projet. Donc je suis désolé, je me tourne parce que je ne sais pas pourquoi, mais ça ne fonctionne pas, je dois lire ici. Donc je vais vous présenter donc, les sources du projet, l'origine du titre, Soleil de nuit, quelques éléments du projet original, les méthodes de travail que j'ai développées avec le verre et la lumière, les matériaux que j'ai employés, donc principalement du verre et des diodes électroluminescentes, des prototypes et puis enfin l'œuvre finale. Donc, dans les sources, d'abord, je voudrais dire un peu vous expliquer un peu comment je travaille. Donc, je vais couper ça une seconde. En fait, j'utilise, avec tous les matériaux que j'utilise, qui sont principalement des pigments, du verre récemment, de la peinture et excusez-moi, du verre, de la peinture, du dessin, j'utilise toujours ce qu'on appelle l'analyse spectrale. En fait, l'analyse spectrale, ça veut dire qu'avec des machines comme celle que j'ai là entre les mains, ça s'appelle un spectrophotomètre, je peux en fait capturer par exemple la lumière qui est ici en ce moment autour de moi. Donc ça, je peux dire en voyant la courbe là que ça, ce sont des lampes halogènes, des lampes à incandescence. Si c'était des LED, la courbe serait différente, etc. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, en fait, l'analyse spectrale, ça me permet de capturer les caractéristiques de la lumière que je vais utiliser ou qui va illuminer les matériaux que je vais utiliser. Et ça me permet aussi de capturer les qualités de ces matériaux vis-à-vis de ces lumières. Donc ça me permet, in fine, de calculer en fait les caractéristiques physiques des matières que je vais utiliser et de pouvoir ensuite utiliser ça dans des programmes informatiques et travailler avec et prédire les couleurs qui vont apparaître. Ça va pouvoir quelquefois m'aider à choisir des couleurs ou m'aider à reproduire certaines couleurs que j'aurais capturées à l'avance, comme dans le cas de l'œuvre qui est chez vous ici à Montréal, les lumières du soleil levant du solstice d'été à Bruxelles en 2015. Donc ça, c'est par exemple des courbes qui vont apparaître quand je vais caractériser ou mesurer des pigments que j'utilise, et je peux faire la même chose avec du verre. J'ai mis quelques petites images de dessin. En fait, tout le Soleil de minuit, c'était ma première œuvre d'art public et c'est la première œuvre dans laquelle des éléments narratifs, pour ainsi dire, se sont introduits. Avant ça, j'avais une pratique, on pourrait dire, purement de recherche sur la couleur et la lumière. Donc ça, ce sont quelques études, ce sont des dessins réalisés à la main avec des peintures que je fabriquais moi-même à partir de pigments. Et donc ce sont des études de couleurs en fait, ce sont des travaux dans lesquels j'ai développé une méthode, une stratégie pour contrôler à l'aide de systèmes mathématiques les couleurs.
Donc ça, ce sont des travaux un petit peu anciens. J'étais encore étudiant en master à Bruxelles quand j'ai fait ça. Ensuite, je suis parti pendant quelques années dans des assez grands formats, qui étaient toujours des dessins sur papier dans lesquels je développais en fait des systèmes de dessin avec des pigments colorés qui étaient eux-mêmes mesurés à l'aide d'instruments scientifiques. Et donc les formes qui apparaissent sont en elles-mêmes des études de couleurs mathématisées, si vous voulez. Et alors, à partir de 2014, j'ai appris à faire de la programmation informatique suite à des rencontres. En fait, j'ai rencontré deux personnes assez importantes qui avaient étudié aux États-Unis et qui, quand ils ont vu mon travail, m'ont dit tu dois arrêter de prendre une calculette et des crayons et tu dois coder tout ça, tu vas gagner énormément de temps et tu vas pouvoir travailler sur des choses plus intéressantes. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et en même temps, donc j'ai commencé à développer en fait une suite logicielle dans laquelle tous mes outils sont rassemblés. Il doit y avoir à peu près 50 000 lignes de code à l'heure actuelle là-dedans. Et donc en même temps, j'ai continué à toujours collectionner les matériaux les plus chromatiques et les plus intéressants qui existent. J'ai aussi une assez importante collection de pigments dans mon atelier avec laquelle je travaille. Et puis bon, j'ai des balances de précision, j'ai tout un ensemble de méthodes de laboratoire qui font que je peux créer mes propres couleurs sur mesure. Et puis en 2015, j'ai décidé en fait d'acheter une imprimante jet d'encre et puis donc une grande imprimante professionnelle et de travailler à une synthèse en fait de toutes les recherches que j'avais faites auparavant, sous la forme d'un programme informatique d'une part et d'autre part d'un album, donc d'un certain nombre d'images imprimées qui sont devenues une édition d'artiste. Et dans l'un de ces albums, il y a une image qui est devenue dans l'album, il y a une des images qui est devenue la source principale de Soleil de minuit qui est ici dans le métro. Ça c'est d'une autre, donc ça c'est mon imprimante qui prend beaucoup de place dans mon appartement. Et à droite, vous avez en fait une représentation imprimée avec cette imprimante de l'ensemble des couleurs que cette imprimante peut générer sur un support donné éclairé avec la lumière du jour. Ça fait partie de l'album. Et là, vous avez à gauche l'image qui est devenue la source des œuvres en verre qu'on va voir par la suite. Donc cette image-là, en fait, c'est une image d'un disque de lumière c'est une image qui est censée représenter un disque de lumière vu au travers d'une lentille. Ici à droite, vous avez un schéma qui vient d'Internet qui représente les différentes aberrations chromatiques qui apparaissent dans une lentille. Donc l'aberration de gauche, là, c'est en fait ce que mon programme informatique a simulé. Et ensuite, ça a été imprimé avec un contrôle un contrôle impeccable des couleurs de l'imprimante que j'avais étudié et mesuré. J'ai mesuré des milliers de couleurs pour calibrer la machine de manière impeccable, quoi. Et donc, ce qui est intéressant avec ces images, si on veut, c'est que en fait, ce sont des images imprimées, donc ce sont des matières qui reflètent la lumière, mais en même temps, ce sont des copies, visuellement parlant, du phénomène lumineux qui pourrait être là à leur place. L'idée, c'est d'imprimer de la lumière, si vous voulez, d'arriver à une sorte d'équivalent visuel imprimé, mais on pourrait tout aussi bien dire peint, d'un phénomène optique qui apparaît simplement avec des jeux de lumière. Alors les deux, donc ça c'était mon travail, et mon travail antérieur on pourrait dire. La deuxième source de Soleil de minuit sont en fait phénomènes, des sources naturelles on pourrait dire. Donc pendant ce mois très intense où j'ai construit ce dossier, j'avais déjà d'une certaine manière l'idée de travailler avec la lumière du soleil, mais bon, je ne savais pas trop quoi faire à vrai dire. Et en cherchant des expressions liées au soleil, en fait, je suis tombé sur ces images sur Google
du soleil de minuit. Donc en fait, c'est un phénomène qu'on peut observer au-dessus du cercle polaire pendant l'été, notamment au mois de juin, où le soleil se couche puis se lève d'une manière continue, sans être interrompu par une période nocturne. Donc en fait, les photographes s'amusent à prendre des time-lapse, si vous voulez, de ça. Donc on obtient ces cartes postales avec différentes images du soleil à différentes hauteurs, avec différentes couleurs de soleil. Et en fait, dans la station Place d'Armes, l'endroit où en fait, il n'y avait pas énormément de choix par rapport aux endroits où l'œuvre proposée pouvait se trouver. Et l'endroit, disons, conseillé et en même temps qui était pour moi le plus pratique, c'était 14 anciennes fenêtres, parce que le bâtiment lui-même date des années 60, mais a été ensuite recouvert par le Palais des Congrès qui est toujours là. Et donc ce sont des fenêtres qui ont été condamnées. Et donc il y avait ces 14 fenêtres vides, sans rien, avec environ 30 cm d'espace derrière dans lesquels je pouvais mettre des lumières. Et donc je me suis dit que j'allais faire des vitraux rétro-éclairés. Et cette image a précipité l'idée, en fait, si vous voulez. Donc l'idée, c'était que... Non, je vais en parler après. Donc, une autre source naturelle donc, du travail, c'est donc la lumière naturelle du soleil. Et là, ce que vous avez ici à droite, c'est le spectre d'intensité de la lumière du soleil à Bruxelles que j'ai mesuré pour ce projet. Alors, une autre source, c'est encore le fameux décalage horaire qui existe entre nos deux villes. Je ne sais pas si j'appellerais Bruxelles ma ville, mais bon, c'est là où j'habite. Et donc, il y a à peu près 6 heures de décalage, donc ça veut dire que quand le soleil se lève à Bruxelles, il est minuit à Montréal. Et puisque bon, ces images-là représentent ce qu'on appelle aussi le soleil de minuit, je me suis dit que j'allais garder ce titre, mais qui ferait une double référence à la fois à ces images et à la fois au décalage horaire en fait entre les deux villes. Donc la lumière qui ressort des vitraux est une reproduction de la lumière qui est en train d'éclairer Bruxelles alors qu'il est minuit à Montréal. Alors la troisième source, c'est bien entendu le vitrail. En fait, j'ai toujours été fasciné. Quelqu'un m'a appelé, alors j'ai rien contre la Belgique, mais quelqu'un m'a appelé artiste belge, mais en réalité je suis artiste belge dans le sens où je suis un artiste bruxellois. Je suis né en France et mes parents sont antiquaires et chez moi il y avait un vitrail et puis autour de moi. Dans les différentes villes qui entourent Paris, il y a énormément de vitraux et j'ai toujours été en fait complètement fasciné par ces œuvres, notamment les fameux vitraux du XIIIe siècle qu'il y a un peu partout dans les grandes cathédrales dans les villes françaises. Et en fait, le budget qui était disponible pour réaliser l'œuvre pour Montréal était suffisamment important pour faire des vitraux. Je n'avais jamais travaillé avec du verre, mais la vraie raison pour laquelle j'ai fait ça en verre, c'est parce que j'ai toujours rêvé de faire des vitraux. Et donc j'ai rencontré plusieurs personnes, mais notamment j'ai rencontré étrangement tout près de chez moi des maîtres verriers avec qui j'ai à peu près tout de suite compris qu'il serait intéressant de travailler. D'ailleurs depuis on a travaillé plusieurs fois sur d'autres projets. Et donc à ce moment-là on a décidé de travailler ensemble, on a construit la proposition ensemble et puis moi j'ai découvert, je connaissais déjà à l'époque très bien les couleurs des pigments de toutes sortes, mais je n'avais pas vraiment de représentation claire du type de la gamme des couleurs qui existent dans le verre. En fait c'est une gamme assez différente, il y a certaines couleurs qui n'existent pas, par exemple on ne peut pas trouver de magenta dans le verre, ça n'existe tout simplement pas. Par contre, il y a certaines couleurs qui sont absolument extraordinaires. Donc, il y a notamment les couleurs qui sont bien entendu, comme c'est souvent le cas, les couleurs les plus chères. Le vert au sélénium, ce sont des verts rouges ou oranges. Là, j'ai un vert au sélénium avec moi. Ça, c'est un vert orange
extrêmement orange et extrêmement chromatique. Vous trouverez rien de comparable dans le monde de la peinture. Ce sont vraiment des couleurs beaucoup plus pures, beaucoup plus intenses que ce qu'on peut peindre, imprimer ou même projeter avec des... Même dans le cinéma, vous ne pouvez pas représenter ça. Il faut vraiment des techniques très spéciales pour arriver à ce type de couleur-là, autrement qu'avec du vert. Et donc le rouge, l'orange, le jaune de sélénium est une couleur qui est ce qui est le plus proche du magenta dans le monde du vert, c'est du rose. C'est un rose qui est fait en mélangeant de l'or au vert, donc c'est très cher. Ce que j'ai voulu faire en tout premier lieu quand j'ai rencontré ces gens et que j'ai commencé à voir tous ces échantillons de verre, c'est de vérifier que je pouvais avec mes machines caractériser correctement les couleurs de ces verres, sans quoi j'aurais pas été capable de travailler un peu de la même manière mais avec le verre. Et ça marchait parfaitement, donc on pouvait commencer. Et donc j'ai proposé de faire 14 vitraux ou 14 panneaux de verre si vous préférez. Ce sont des vitraux collés à la résine époxy, donc il n'y a pas de plomb. Mais bon, on peut aussi très bien appeler ça des vitraux. Et donc ce sont 14 fois cette image d'un disque de lumière qui passe au travers d'une lentille. Et la variation entre les 14 images correspond à 14 moments du spectre du soleil à Bruxelles au moment du lever du soleil, donc au moment où il est minuit à Montréal, le jour du solstice d'été en 2015, donc juste avant, une semaine avant la finale de la compétition. Donc il y avait tout un aspect technique, c'était très technique aussi comme dossier. Il fallait proposer des structures en acier qui devaient pouvoir s'ouvrir parce qu'on n'a pas accès derrière, donc c'était assez compliqué. Il y avait un système de rétroéclairage avec des LED qui a été testé en fait. On va voir ça après. Et puis chaque panneau a été mis sous double vitrage pour qu'il soit protégé contre le vandalisme. Mais du coup, on a obtenu des choses qui sont devenues très très lourdes, quoi. Et donc ça, c'était la simulation du résultat en 2015. Ça, ce sont les 14 mesures de la lumière du soleil à Bruxelles le jour du solstice d'été, qui ont été mesurées depuis le grenier chez moi. Il y a un Velux là, et on peut voir l'horizon. Et puis ensuite, on a gagné, donc c'était super, et donc les problèmes ont commencé, donc il fallait... Donc on a commencé à faire des prototypes pour voir déjà quelle était la différence entre l'imagination et un résultat réel collé à l'époxy et tout ça. Donc ça, c'était un des tout premiers prototypes. On voit qu'il y a quelques petites erreurs d'alignement. Bon, grosso modo, ça a l'air de plus ou moins le faire. Ensuite, il fallait... moi, j'avais un problème qui est à la fois un problème plastique, esthétique et en même temps un problème très technique à régler. C'était que j'ai plusieurs approches différentes de la manière dont mon algorithme allait recréer cette image à partir de toutes les données physiques dont j'ai parlé avant. Et donc, il a fallu... Avec une imprimante, c'est facile. Je fais un test, j'imprime, je regarde, je fais un autre... En verre, on ne peut pas faire des milliers de tests, ça coûte très cher. Et puis en plus, les couleurs sont tellement différentes que mes algorithmes donnaient des résultats un peu bizarres. Donc j'ai décidé de faire 2 panneaux d'essai qui font chacun à peu près un petit peu moins d'1 mètre carré pour trancher en fait entre 2 solutions extrêmement différentes. Donc, le petit panneau du haut, c'est l'algorithme donne ça quand je lui demande de maximiser le contraste entre le fond sur lequel la lumière apparaît et la lumière qui apparaît dessus. Et puis celui d'en bas, je lui demande mathématiquement, si vous voulez, d'optimiser ou de maximiser l'aspect chromatique de l'ensemble. Et donc c'est l'algorithme du bas, ou les paramètres du bas, si vous préférez, qui ont clairement gagné la bataille. Ensuite, il y avait quelques questions comme
bon, en fait, tout ça, c'est du verre soufflé. Vous allez voir après, je vais vous montrer un peu le matériau. Tout ça, c'est du verre soufflé qu'il faut découper à la main. On peut pas véritablement le découper à la machine. On peut, mais ça coûte vraiment extrêmement cher. Et donc, on a décidé qu'on allait construire tout à la main. Mais ça veut dire que, vu que c'est un matériau assez capricieux, qui est soufflé, des fois on coupe, on casse ensuite, donc on fait une petite ligne et on casse, c'est comme ça qu'on coupe le verre. Et quelquefois, c'est pas tout à fait droit. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on garde ça ou bien est-ce qu'on le cache, par exemple, avec des lignes noires et puis finalement, on a décidé de le garder. Donc, ça, c'était les prototypes, le début, et puis ensuite, le grand problème, c'était que, bon, pour un projet comme ça, il n'y avait pas assez de verre dans l'atelier, et de toute façon, il y avait très probablement des verres plus intéressants chez le fabricant que simplement dans l'atelier avec lequel je travaillais. Donc je suis allé en fait plusieurs jours à l'usine en Allemagne, une usine qui s'appelle Lambert, qui est une des 2 usines qui restent en Europe et peut-être même bien dans le monde, qui fabrique du verre pour le vitrail. Donc ce sont des verres soufflés. Ça commence comme ça, ensuite ça devient un tube, ensuite on fait une fente sur le tube, ça repasse dans un autre four, ça devient une plaque. Et donc on se retrouve avec des plaques de verre qui sont assez irrégulières. Et puis dans cette usine, il y a un bureau quelque part, qui est le bureau d'un des 2 chimistes qui travaillent là. Il y a un chimiste qui travaille sur les recettes de produits chimiques qu'on met dans le verre pour faire les couleurs, et un autre chimiste qui connaît tous les types de verre et qui travaille avec les clients, qui sont souvent des restaurateurs de vitrail. Et donc, il est capable, à partir d'un certain nombre d'informations, de leur donner exactement le verre qu'il leur faut pour qu'ils puissent restaurer des vitraux anciens. Et donc, dans le bureau de Manfred, qui est ce chimiste-là, il y a à peu près 5000 couleurs différentes. Et donc, on se retrouve avec un problème qui est combien de couleurs il faut utiliser pour faire Soleil de minuit. On n'a absolument aucune idée. Et j'avais une idée préconçue qui était d'ailleurs totalement fausse, où je pensais que je m'en sortirais avec peut-être 16 à 20 couleurs. Alors heureusement pour moi, chez Lambert, il y a ce qui s'appelle un catalogue standard dans lequel il y a à peu près 250 couleurs. Donc j'ai décidé de mesurer avec mon spectrophotomètre l'ensemble de ce catalogue. Et en plus de ça, parce que je savais que j'avais besoin d'énormément de nuances dans les rouges, les roses, les oranges, les jaunes, en plus de ça, j'ai choisi une grande variété de ces nuances-là dans des échantillons de couleurs qu'ils ont en stock. Donc, chez eux, il y a des hangars remplis de plaques de verre. Les 5000 fameuses couleurs, en fait, pour chaque échantillon ici, il y a au moins une plaque de verre qui est dans le stock. Quelquefois, il y en a 10. Et donc, j'ai mesuré tout le catalogue des standards et environ 100 couleurs hors standard, sachant que ces couleurs hors standard, ce sont des pièces uniques, si vous voulez. On ne peut pas les refaire, elles sont difficiles à faire. Quelquefois, ce sont des erreurs. Donc, je suis reparti avec 350 couleurs. Bon, il fallait aussi régler le problème du rétroéclairage. Pour ça, j'ai travaillé avec une entreprise canadienne de Toronto, qui avait des bureaux à Londres aussi. Et donc, on a fait un petit modèle, en fait, des boîtes dans lesquelles il fallait mettre des lumières. En théorie, ça avait l'air de bien marcher. C'est quand même une théorie assez utile parce que c'est basé sur des données physiques, sur les lumières elles-mêmes, mais on a quand même voulu faire un test grandeur nature parce que on savait qu'on aurait une lumière uniforme, mais moi je savais pas s'il fallait mettre les lumières à fond ou bien peut-être baisser un peu l'intensité, et vu que c'est quelque chose qu'on pouvait faire avec ces lampes-là, j'avais envie de tester, et puis finalement on a mis tout à fond. Ça, c'est une partie de l'équipe qui a travaillé sur le projet en Europe. Donc, après tous ces tests et ces choses-là, ça en fait c'était après, parce que vous voyez qu'il y a déjà un panneau qui existe à ce moment-là.
donc en rentrant d'Allemagne, je me suis attelé à cette tâche de créer ces 14 panneaux avec ces 350 couleurs de vert, en essayant, et avec aussi le spectre des LED qu'on allait utiliser, parce que ces lumières déterminent les couleurs qui vont apparaître. Et j'ai fait cet algorithme, j'ai réglé les paramètres pendant très longtemps, et puis je l'ai complexifié, j'ai ajouté des contraintes pour que l'algorithme n'utilise pas trop de couleurs, sinon il aurait fallu acheter des centaines bon, j'exagère, mais il aurait fallu acheter beaucoup plus de panneaux que besoin, ça aurait coûté de nouveau très très cher, et on aurait pu faire 15 soleils de nuit avec. La première fois que j'ai juste lancé l'algorithme, juste par curiosité, voir combien de couleurs allaient être choisies, on arrivait à peu près à 300-400 couleurs, et ça, c'était pas possible, parce que c'est beaucoup trop cher. Donc ça a pris assez longtemps de régler cet algorithme et d'ajouter des contraintes pour arriver à des images, disons, satisfaisantes, et en même temps pas trop de variété de verts qui serait impossible à financer, quoi. Et donc à la fin, j'ai obtenu mes 14 simulations avec à chaque fois une liste des quantités de petites pièces de verre qui allaient constituer les mosaïques. Et sur base de ça, on a fait la commande. Donc, on a appelé les Allemands qui n'avaient pas entendu parler de nous depuis 2 mois et qui pensaient qu'on ne les rappellerait jamais. Et on a dit, voilà, il nous faut exactement deux plaques de ça, une plaque de ça, Donc c'était assez surpris parce qu'ils n'avaient jamais fait l'expérience d'un client aussi. Non. Et donc l'algorithme a aussi créé des plans à l'échelle 1 qui allaient servir au maître verrier à composer les mosaïques. Et donc en fait pour chaque panneau il y a un plan à peu près aussi, un peu plus grand que les deux cadres qui sont ici, qui a été mis sur table et qui servait à construire. Vous verrez, il y a une vidéo après. Et donc ça, c'est les 84 couleurs, nuances de vert qu'on a achetées. Alors ça, ce sont quelques images de la fabrication. Donc vous voyez que ce sont donc vraiment des petits carrés de verre soufflé qui a été découpé à la main et qui sont positionnés sur le fameux plan qui a été généré et imprimé à l'échelle par l'algorithme. Ça, ce sont des boîtes, en fait, à chaque fois, c'était un processus assez compliqué. À chaque fois, il fallait donc prendre un morceau de verre qui correspond à la quantité de verre dont on va avoir besoin, les découper en petits carrés et les nettoyer à l'acétone parce que l'époxy ne tient pas bien. S'il y a une petite trace de doigt, ça compromet l'intégrité du collage. Donc il fallait que tout soit super propre. Et alors une autre chose qui était intéressante avec ça, c'est que j'ai fait des mesures, mais en réalité j'ai mesuré des petits échantillons de verre. Et ce qu'on a reçu, d'ailleurs pour la petite histoire, c'était le jour de mon anniversaire en 2015. On a reçu plusieurs énormes boîtes avec plein de panneaux de verre à l'intérieur. Et les verres en question, il y avait souvent, ça dépendait des cas, mais il y avait souvent une partie du verre qui correspondait à ce que j'avais mesuré, mais il y avait aussi souvent des irrégularités, des zones plus claires, des zones plus foncées. Et donc, ça pouvait potentiellement poser un problème visuellement, parce que entre la simulation et le verre véritable, il pouvait y avoir des décalages qui étaient quelquefois assez importants. Et donc, quand le décalage était trop important, on a éjecté les pièces de verre qui étaient vraiment trop claires. En général, c'était trop clair. Et puis pour le reste, en fait, on a profité de cette étape de nettoyage à l'acétone pour mélanger toutes les nuances ensemble. Du coup, en moyenne, la couleur correspondait à peu près à la mesure. Je dis à peu près parce que honnêtement, je n'ai pas d'instrument pour vous dire à quel point ça correspond ou pas. J'ai développé des choses comme ça plus tard, mais là c'était la première fois que je travaillais avec du verre, et donc on a fait au mieux pour éviter les catastrophes. Et donc voilà, il y a une étape de montage, et puis donc ça c'est un panneau. Et ensuite il y a
je vais vous montrer, en fait, le maître verrier a voulu faire un film, oui. Comment ça se fait que c'est pas... Non, attendez. Une seconde. Hop. Ah, voilà. Donc, le maître verrier a voulu faire une vidéo parce que pour eux, c'était aussi un projet assez extraordinaire. Et donc, bon, en fait, on a toute une partie... À chaque fois que vous allez me voir dans cette vidéo, ça a été rejoué. Hein. Je n'ai pas véritablement mesuré les verres chez eux, je les ai mesurés en Allemagne. Ça, c'était une démonstration des mesures, mais ça n'a absolument pas d'intérêt en dehors de cette vidéo, on va dire. Par contre, toute la partie de la vidéo qui va vous montrer le montage et le collage des mosaïques de verre, ça c'est authentique. Ça a été fait pendant la fabrication d'un des panneaux. Je ne sais pas pourquoi le son ne fonctionne pas, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est tous les échantillons de verre. Et vous pouvez voir que c'est un matériau assez irrégulier. En fait, la surface du verre soufflé, elle peut être striée, quelquefois elle est toute lisse. D'autres fois, à l'intérieur même du verre, il y a des bulles. En fait, tout ça dépend de la température à laquelle le verre est soufflé, du type de verre. Et donc, il y a une grande variété de formes ici qui sont aussi intégrées d'une certaine manière à l'œuvre, avec une volonté délibérée de complètement lâcher la question du contrôle là-dessus. C'est vraiment le matériau qui existe, point final. Donc la première étape, c'est découper, nettoyer, et ensuite c'est le montage. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des verres, il y a des verres qui peuvent être beaucoup plus épais, d'autres qui peuvent être beaucoup plus fins. Et donc la solution technique que le maître verrier a inventée, vraiment, c'est de travailler sur un grand film adhésif et de réaliser un coffrage grâce au film adhésif de cette mosaïque contre une grande plaque de verre industriel, de verre float. Donc là, vous voyez la plaque. Et ensuite, la résine est coulée entre la plaque qui fait le fond de l'œuvre et les mosaïques qui sont seulement tenues par un adhésif derrière. Donc c'était assez compliqué vraiment à réaliser. Eux ont perdu 2 panneaux entiers rien qu'en faisant des petites erreurs qui n'étaient pas prévues. Notamment la résine époxy, en fait, en telle quantité, ça peut créer des réactions chimiques, des réactions exothermiques, c'est-à-dire que ça crée de la chaleur. Et premier coulage, il y a presque eu un incendie dans l'atelier. Parce que 5 litres d'époxy d'un coup, ça chauffe, quoi. Donc vous pouvez trouver ce film sur YouTube. Si vous cherchez Adrien Lucas, Soleil de minuit, vous allez trouver. Voilà. Je vais juste laisser jusqu'au nom du maître verrier. Voilà, ça c'est Vitraux d'art de Bonny. Ah, pardon, juste le remettre ici. Voilà. Donc ça c'est l'entreprise avec laquelle j'ai travaillé. Et je continue d'ailleurs de travailler sur d'autres projets parce que je suis devenu assez intéressé par le verre, en fait, par le travail du verre. Je ne sais pas ce qui se passe, mais mon ordi fait des trucs étranges. Mais de toute façon, c'était quasiment... Ah ben non, voilà. Ok.
Hop. Voilà, donc, bon, avant d'inaugurer l'œuvre à Montréal, bon, il y a un collectionneur belge, bruxellois, qui suit mon travail, qui a un petit centre d'art privé à Bruxelles qui s'appelle Été 78, donc Été 78 pour vous. Et donc j'ai fait là-bas une expo au printemps dernier, une expo en 3 parties, mais la première partie, une expo en fait vraiment toujours liée à des projets d'art public sur lesquels j'ai travaillé, qui se sont réalisés ou pas. Et donc la première partie de l'expo c'était sur Soleil de minuit, et si vous voyez ici à gauche, il y a des bouts de papier comme ça. C'est en fait les premières épreuves du texte qui est devenu le catalogue de l'œuvre, qui était présenté en simultané dans l'exposition. Et donc au mois de mai dernier, l'œuvre a été inaugurée dans la station. Donc voilà, c'est à ça que ça ressemblait ce jour-là, en tout cas. Et en même temps, j'ai travaillé sur un catalogue avec un graphiste qui est aussi un collègue à moi dans l'école où j'enseigne. Et je crois qu'il y a là-haut sur la petite table des épreuves, des copies de ce catalogue que vous pouvez, je sais pas, vous pouvez les prendre, je crois. Et donc ça, c'est la couverture du catalogue. Et pour répondre un peu à ce qu'Anne-Marie disait, effectivement, dans le catalogue, il y a toute une partie où je parle plus de mon travail ou du travail en général que de cette œuvre en particulier. Et ce que je vais dire là, l'idée, c'était aussi que ça résonne sur la couverture, c'est-à-dire qu'on voit quasiment pas le titre ou mon nom, quoi, c'est très foncé. Et je crois que ce que j'ai écrit, c'est que j'aimais l'idée de travailler énormément sur un travail jusqu'au point où moi-même, en tant que personne, ou même si vous voulez en tant qu'artiste, je disparais. Et voilà. Alors attendez, il y a le catalogue, en réalité, c'est une version un peu abrégée d'un livre d'artiste dont j'ai une copie ici, mais d'une version... en fait, le livre va sortir dans quelques mois. Il n'y aura que 20 exemplaires, c'est un livre assez précieux, il y a des échantillons de verre à l'intérieur, c'est relié par un relieur japonais qui habite à Bruxelles, qui travaille très bien. Et tout est imprimé en jet d'encre avec une imprimante qui donne des couleurs absolument extraordinaires. Et donc, le Soleil de minuit, c'est le premier chapitre, et puis ensuite je parle d'un autre projet avec du verre, cette fois un projet qui est fait en vitrail une approche plus traditionnelle de la construction du vitrail, mais une approche beaucoup plus complexe des algorithmes et de l'étude du verre. Et ça a été possible grâce au projet Soleil de minuit, sans lequel j'aurais jamais pu commencer à travailler avec du verre de cette manière. Donc si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer... Je préfère, si vous avez des questions, je préfère répondre à vos questions, et comme ça je peux peut-être en même temps vous montrer certains documents. Voilà, merci de votre attention. Oui.